Allons à présent aborder notre thème du jour, une émission que nous consacrons avec Nathalie au harcèlement scolaire qui concerne hélas beaucoup plus d'enfants qu'on ne le croit. Moqueries répétées, insultes, isolement, bousculades, coups parfois, autant d'agressions répétées qui peuvent blesser un enfant et un enfant sur 10, on l'a déjà dit, a déjà été victime de harcèlement scolaire. Une souffrance qu'on passe souvent sous silence, Nathalie, par méconnaissance notamment du problème, entre des enfants qui taquinent sans méchanceté finalement et l'écolier qui devient bouc émissaire, la limite peut être vite franchie. Qu'en pensent nos maternautes? On leur a demandé s'ils étaient, leur enfant avait été concerné. Regardez les chiffres, non à 59%, mais quand même oui à l'école primaire à 35%. Dès le primaire. Et plus après l'école primaire, vous ajoutez 6%, c'est quand même énorme. C'est un phénomène qui a toujours plus ou moins existé. Ce qui est nouveau, c'est pour ça qu'on a tenu à faire cette grande discussion avec la rédaction, c'est qu'aujourd'hui on a des études sur les conséquences du harcèlement scolaire vis-à-vis de ces enfants. Énorme étude qui est sortie dans Pediatrics qui nous dit que effectivement les enfants qui ont été victimes de harcèlement après l'âge de 10 ans ont des problèmes de terreur nocturne, des problèmes de cauchemar, ont des problèmes de somnambulisme et les Américains, eux, ont carrément pointé des risques de dépression chez ces enfants. Une autre étude. Et ça c'est nouveau parce qu'en fait ce que vous nous dites c'est que le harcèlement scolaire a toujours existé mais simplement maintenant on voit les dégâts. Maintenant on voit les dégâts et c'est bien plus important qu'on l'imagine puisqu'une autre étude londonienne nous dit que 40 ans après, ces adultes, ces enfants qui sont devenus des adultes ont des conséquences. Ce sont des gens qui sont en perte d'estime de soi systématiquement. Des problèmes éventuellement, alors, ça rejaillit, problèmes de chômage, problèmes de dépression et ça peut même aller plus loin. Alors ça c'est le constat. Et maintenant, il faut bouger. Et bouger, c'est faire évidemment de la prévention. Il y a des systèmes qui marchent très bien et c'est prouvé. En Finlande, il y en a un qui s'appelle Kiva, qui est un programme qui s'est adressé quasiment à 75% des enfants scolarisés. L'idée, c'est de mettre les adultes, les enfants ensemble et de les grouper dès le plus jeune âge sur ces notions de responsabilité. C'est-à-dire que l'idée n'est pas prendre le harceleur et le harceler à part, expliquer vous vous aimez, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Nous on fait ça avec les médiations en France. C'est ce qu'on fait, voilà. Mais il faut changer complètement notre visée. Ça se fait en Finlande, ça se fait aussi en Belgique. Il y a un programme qui s'appelle École sans harcèlement. Et là aussi, ils ont décidé d'agir sur le groupe. C'est une affaire de coéducation, c'est-à-dire aussi bien les parents, les enfants, les enseignants. Nous devons être solidaires dans cette affaire-là. Ça veut dire carrément des programmes en classe qui expliquent pourquoi il faut pas harceler son camarade et les dégâts. Pas de l'éducation civique, on peut estimer que c'est un peu l'éducation d'autrefois que vous avez connu, Agathe. Non, c'est autre chose. Nous, on a eu la chance l'année dernière qu'il se passe un peu la même chose avec le ministère de l'Éducation nationale qui avait fait cette grande campagne Stop Harcèlement, qui avait mobilisé absolument, tous les mais ça y est, oui, parce qu'il y a eu un rapport en France, donc ça y est, on y est. Il faut qu'on y aille ensemble, y compris avec les parents, parce que c'est un sujet tabou. Les enfants le cachent, vous allez le voir, et souvent les parents ne savent pas comment faire. Ne savent pas identifier. Et puis, on avait aussi, au cours des différentes émissions qu'on a fait sur le sujet, Nathalie, des différentes années, vu que le harcèlement, contrairement à avant, il ne s'arrête pas à la porte de l'école. C'est que maintenant on a le cyberharcèlement. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais de répit. On rentre chez soi et après ce sont les réseaux sociaux qui prennent le relais. Et tout ça, c'est deux fronts. Il faut attaquer deux fronts. Moi, je suis ravie de faire cette émission parce que c'est assez insupportable d'entendre ce genre de choses. Alors comment savoir si son enfant est victime de harcèlement à l'école? Quels sont les signes à repérer et comment réagir justement pour sortir du cercle infernal du harcèlement scolaire? On va en parler ce matin sur notre plateau en compagnie notamment de Marie-Rose, de Karine et de la thérapeute Emmanuelle Piquet. Merci beaucoup Agathe Le Caron. Merci à vous. On est ravis de vous avoir reçu. Le cadeau pour Gaspard. Embrassez Gaspard de notre part et je rappelle que dès demain sur France 5 vous aurez l'occasion de regarder le premier épisode de la série La vie rêvée de Gaspard. À bientôt. À bientôt. Bonjour Karine, vous venez de Paris, vous avez 3 enfants. Votre fille de 8 ans a été le bouc émissaire de sa classe pendant presque un an. Aujourd'hui, heureusement, c'est de l'histoire ancienne et vous nous raconterez comment vous êtes parvenue à faire cesser ce harcèlement. Merci beaucoup de nous apporter votre témoignage ce matin. Bonjour Marie-Rose, vous habitez Bordeaux et vous êtes la maman de 3 enfants, dont Gérald qui a 8 ans. Votre fils est victime de harcèlement scolaire depuis l'année dernière. Quand vous avez découvert les violences que subissait votre fils, vous avez tenté de l'aider, mais aujourd'hui vous vous sentez
vraiment démunis. On espère que vous allez trouver des solutions au cours de cette discussion. Alors, vous témoignez aujourd'hui de façon anonyme afin de protéger votre fils et de ne pas aggraver la situation actuelle. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur notre plateau. Emmanuelle Piquet, bonjour. Vous êtes thérapeute, fondatrice du Centre d'intervention en souffrance scolaire et l'auteur de ce livre « Te laisse pas faire, aider son enfant face au harcèlement à l'école » qui est sorti aux éditions Payot. Merci de venir sur le plateau des maternelles. Alors dites-nous Emmanuelle, le harcèlement, on en parle pour les enfants à partir de quel âge et quel niveau scolaire ? Alors, en effet, je pense qu'il ne faut pas confondre les petites chamailleries qu'il peut y avoir entre enfants qu'on ne pourra pas éviter, parce que c'est aussi comme ça qu'ils se construisent, tout comme on ne pourra pas éviter les chagrins d'amour à nos enfants d'une certaine manière. Je ne suis pas certaine que ce soit une question d'âge, parce que je pense qu'il y a des enfants en début de primaire qui peuvent vraiment entrer dans des cercles vicieux de souffrance liées au harcèlement, parce qu'en fait, la caractéristique du harcèlement, c'est que c'est répétitif, en fait. C'est vraiment ça, c'est que c'est quelque chose d'enquisté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète dans différents lieux, que ce soit voilà, dans le car, à la cantine, parfois à l'école c'est plutôt préservé dans le cadre de la classe que l'institutrice est là, mais ça peut être vraiment dans plein de lieux. Et ça va être un enfant qui va être exclu. Alors, il peut être... Vous pouvez nous donner les... Alors, d'abord, peut-être précisons les choses. Donc, en maternelle, en gros, on ne parle pas de harcèlement. Non. Parce qu'on voit bien que là, c'est tout un système qui se met en place. Exactement. Alors, il peut y avoir, ceci dit en maternelle, des enfants, par exemple, ou même en crèche, qui se font mordre de façon systématique. Vous voyez, ce sont toujours les mêmes qui se font mordre. Déjà ? Ça peut commencer, oui. Moi, je suis intervenue dans pas mal de crèches pour travailler avec les assistantes maternelles. Et notamment, on a eu un cas dernièrement où, en effet, on avait un enfant qui se faisait toujours mordre par la même petite fille. Je pense que c'était une espèce de désir un peu charnel. Mais il n'empêche que c'était répétitif et que les parents étaient quand même extrêmement bouleversés de récupérer leur enfant tous les soirs mordu. Donc, ce système interactionnel de quelque chose de répétitif, ça peut quand même commencer relativement tôt. D'accord, mais on va dire surtout l'école primaire. Tout à fait. Le harcèlement, c'est du harcèlement physique, verbal, moral. Oui, et puis il y a aussi l'isolement en plus. Donc bien sûr, il y a le harcèlement symbolique qui est plus psychologique, qui est de l'ordre de l'insulte, enfin du colibet, puis de l'insulte, puis voilà. Il y a bien entendu ensuite le harcèlement plus physique. Souvent, ceux qui sont victimes d'un type de harcèlement sont malheureusement victimes des autres types de harcèlement. Ça ne s'arrête pas. Ça fait comme une espèce de tache d'huile. Mais alors, ce que je voudrais pas qu'on oublie, parce que ça génère beaucoup de souffrance aussi chez les enfants qu'on reçoit nous, c'est l'isolement. Le fait d'être rejeté, le fait qu'ils viennent demander à ce qu'on joue avec eux et qu'on leur dit pratiquement, je sais pas, 9 fois sur 10 non, et à chaque fois on leur envoie un coup de poignard, quoi. Donc c'est quelque chose de terrible aussi. L'exclusion, la solitude. Tout à l'heure, Julia parlait aussi de la dimension du cyberharcèlement. Ça rentre aussi dans le système ? Absolument, ça rentre, ça l'amplifie. Comme en effet vous disiez tout à l'heure, le problème c'est que c'est maintenant H24, ça veut dire que l'ado, puisque c'est souvent ça, ou le préado n'est plus en sécurité dans sa chambre, ce qui est quand même quelque chose d'assez terrifiant quand on y réfléchit. Ceci étant dit, je pense que c'est plus une question donc d'amplification en effet, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si on règle simplement le cyberharcèlement et qu'on ne le règle pas, parce que souvent, bien entendu, il a son corollaire dans la cour, si on ne le règle pas dans la cour, c'est-à-dire si on ne le règle pas d'une façon interactionnelle, alors il va continuer à se manifester. Oui, bien sûr. Ça ne se règle pas que sur Internet. Exact. Il faut déjà le régler dans la cour. Voilà, exactement. Là où ça a lieu. Alors Karine, vous êtes la maman de Léonie, qui a 8 ans. Votre fille a été victime de harcèlement scolaire durant son année de CE1. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Qui l'embêtait? En fait, une petite fille principalement qui après instrumentalisait peut-être d'autres petites filles et qui poussait en fait à l'isolement de ma fille au cours des jeux pendant les récréations en fait. Mais alors justement, on parlait des différents types de harcèlement, c'était aussi physique ou c'était comment? Ma fille m'a appris qu'effectivement elle avait reçu une claque de cette petite fille, donc il y a eu un passage à l'acte agressif une fois, mais sinon c'était plus du coup psychologique, c'était de l'isolement au niveau des jeux, au niveau des échanges, etc. Et elle liguait un petit peu les autres petites filles contre ma fille. Contre elle. Voilà, tout à fait. D'accord. Une petite fille de sa classe? Oui, non, c'était une petite fille d'une autre classe, mais voilà. Mais du même âge? Tout à fait, oui. Et qui a fini par isoler votre fille parce qu'elle était leaduse d'un groupe? Voilà, tout à fait. Alors Marie-Rose, votre fils Gérald, actuellement en CE2, subit les brimades quotidiennes, c'est quotidien de ses camarades d'école depuis 1 an et demi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé? Je ne saurais même pas dire, puisque au départ, il n'en parlait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, puisqu'il rentrait le soir, il était pas bien, je le voyais ronchon, je sentais vraiment pas bien. Et puis,
comme je sais que c'est un petit garçon qui ne dit pas facilement les choses, je me suis dit qu'il viendrait vers moi à un moment donné ou à un autre. Et ça a mis beaucoup de temps, ça a mis quelques mois. Et il y a eu un soir, au moment du coucher, je lui dis, est-ce que tu vas bien? Il me dit non, maman. Et je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il me répond, pardon. C'est difficile de reprendre ces mots. Mais vous êtes en train de l'aider là en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre petit garçon? Il m'a dit, maman, il y a un petit garçon qui fait que de m'embêter et il y en a 3 autres qui viennent se joindre à lui et qui m'embêtent beaucoup. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils te font? Alors ils me tapent, ils m'insultent. Voilà, je suis un bon à rien, j'arrive à rien, à l'école je suis un nul. Donc il faut savoir que c'est un petit garçon qui a un handicap et il a un retard intellectuel de 2 ans. Oui, donc il était totalement stigmatisé par les autres. Totalement, il a une AVS. L'image de lui-même complètement dévalorisée. Complètement. Et ça, vous ne l'aviez pas vu venir, excusez-moi, ça a été pour vous? Vous avez découvert le poteau rose un soir? Vraiment un soir. Je voyais le mal-être, il était présent. Alors, il voit, de par son handicap, il voit un pédopsie, il voit une psychomotricienne, donc il est quand même pris en charge. On avait décelé le problème, enfin on avait décelé qu'il y avait un problème, mais de quel type? On n'avait aucune idée. Mais concrètement, Marie-Rose, je sais que c'est douloureux pour vous d'en parler, mais pour qu'on comprenne bien qui l'embêtait, où, comment ça se manifestait. Parce que vous nous avez dit, c'était physique, il y avait des tapes, il y avait ce garçon, il y en avait 3 autres. Mais c'est quoi? C'est des insultes? Alors c'était des insultes. Alors il y avait un mot qui revenait régulièrement. Il appelait robot boy. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était un mot qui était vraiment très récurrent. Et chez lui, ça provoquait un mal-être très profond. C'était vraiment, il considérait ça comme une insulte. Et c'était répété, et il y a eu des coups de pied, il y a eu des coups de poing dans le ventre, il y a eu un peu tout. Et au final, quand il a vraiment réussi à nous en parler, moi j'ai forcément demandé à avoir le maître qui s'occupe de lui, qui a répondu favorablement à ma demande, et on en a discuté. Alors il me dit, mais je suis étonnée parce qu'en classe, il va bien. Étonnamment, il va bien, il a des bons résultats, ça se passe bien, voilà, ça se passe bien en classe. Et on s'est rendu compte que sur la récréation, ça n'allait pas, mais après, on n'imaginait pas à quel point. Le problème, c'est que ça s'est déporté et à la cantine et dans le car. C'est ce que vous nous disiez en préparant l'émission, c'est-à-dire que finalement, ce harcèlement ne s'arrête pas à la classe, à la cour de récréation. C'est que ça a des ramifications partout. Donc effectivement, dès qu'on prend un car et qu'on se déplace, ça continue. Vous allez nous raconter la suite de cette histoire dans quelques instants. Julia, vous me permettez une question? L'AVS était là au moment de l'école, dans la classe? Oui. Elle était là en cours de récréation ou pas? J'en ai aucune idée, je vais vous dire. Puisqu'il ne me parle pas de ce qui se passe à l'école. À votre avis, pourquoi il ne vous parle pas? C'est pour ne pas vous inquiéter? Non, c'est parce qu'il a toujours été comme ça. Il s'est lié un petit peu à son handicap. C'est vraiment, il est très renfermé. Et, il a toujours été comme ça depuis bébé. Donc, il ne vous parle pas des bonnes notes, des bonnes nouvelles? Non, il nous parle de rien. D'accord. De rien. Alors Emmanuel Piquet, d'abord, est-ce qu'il y a un profil d'enfant harcelé? Est-ce que c'est un type d'enfant? Non. Pas du tout? Non. Ça concerne tous les milieux sociaux? Absolument. Quelle que soit la couleur des cheveux, c'est pas ça? Absolument. En fait, ce qui se passe à un moment donné, c'est que ce qui déclenche souvent le harcèlement, ou en tout cas ce qui le favorise, c'est la vulnérabilité d'un enfant. Or, n'importe quel enfant, quel qu'il soit, et quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, sa couleur de cheveux ou son poids, va avoir des moments de vulnérabilité, c'est bien logique. Voilà. Et donc, les enfants, les préados et les ados ont un radar tout à fait énorme pour capter ce genre de vulnérabilité. Tout à fait. Et comment le harcèlement se met-il en place à ce moment-là? Alors, en fait, donc, ils ont ce radar qui leur indique que vraisemblablement, on a là une victime de choix
soit parce qu'elle a l'air en effet très vulnérable, très fragile, et que donc, parce que ça c'est quand même extrêmement important de bien le noter, c'est qu'il y a un syndrome tout à fait moderne aujourd'hui. Vous le disiez en introduction, ce genre de problème a toujours existé, mais là il y a un syndrome qui est quand même très, très moderne, c'est le syndrome de popularité. C'est-à-dire que nos enfants, à partir de la fin du primaire, sont obsédés par l'idée d'avoir des amis, d'avoir les bons amis, et c'est assez logique puisqu'on a des parents modernes qui sont exactement stressés par ça aussi, qui sont très forts sur la connexion. C'est celui qui s'en sort, quoi. Voilà, celui qui est populaire, c'est celui qui va bien. Exactement. Il ira bien dans la vie, quoi. Tout à fait. Et donc, qui s'inquiètent des anniversaires auxquels ils sont invités, etc. Enfin, c'est une nouvelle inquiétude. Moi qui suis une vieille femme, mes parents ne se préoccupaient pas du nombre d'anniversaires auxquels j'étais invitée. Donc, ça déclenche chez eux une espèce d'inquiétude forte. Et donc, quand en effet la vulnérabilité est perçue par quelqu'un qui est plus un peu leader et qui surtout a cette obsession d'asseoir sa popularité, bien sûr. Ça veut pas dire que ce sont des enfants méchants non plus. Je veux dire, ça veut dire que juste ils ont cette obsession-là, cette inquiétude-là, et c'est une bonne façon, en effet, d'asseoir son pouvoir sur un groupe que de se servir d'un bouc émissaire. Mais de la faiblesse de l'autre. C'est extrêmement animal ce que vous racontez. Oui, c'est assez animal. C'est la cour de récré, c'est vraiment le royaume de la jungle. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs au lycée ça pèse souvent parce que les enfants commencent à prendre un peu plus de recul, à être un peu plus dans la compassion. Ils s'occupent d'amour. Exactement, pareil. Exactement. Ça peut aider. Pourquoi certains enfants, puisqu'on parlait de Gérald tout à l'heure, qui ne parlaient pas, comme le disait Julia, donc pourquoi les enfants en souffrance ne parlent pas de ça avec leurs parents ou avec quelqu'un d'autre? Oui, est-ce que c'est que Gérald ou est-ce que ils en parlent jamais, les gars? Non, surtout ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, c'est-à-dire que ils n'en parlent pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils peuvent avoir envie de protéger leurs parents, parce que nous sommes des parents très inquiets sur et notre cœur de maman saigne et de papa saigne, souvent sur ce genre de choses. Donc ils se disent je veux pas forcément aller l'embêter avec ça. Ça peut être une première raison. La deuxième, c'est qu'ils ont très peur des représailles. Ça, il faut vraiment pas le sous-estimer, parce que le risque, et ils le savent très bien, soit de façon presque innée, soit parce qu'ils l'ont vécu, le risque lorsque un adulte intervient, que ce soit l'instituteur ou que ce soit le parent ou peu importe, le risque, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est que le harceleur, entre guillemets, d'une certaine manière, sophistique sa façon de harceler pour ne plus se faire sanctionner, mais il n'empêche que le harcèlement persiste. Et puis il y a comme de la rancœur, vous voulez dire? Exactement, en plus, c'est-à-dire que on va traiter un gamin de gros, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que c'est des insultes assez monotones en fait, souvent, et puis tout à coup on va le traiter de grosse balance, quoi. Je veux dire, ça va d'une certaine manière être accentué. De statut, en fait. Exactement. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'il faut être dans la prévention particulièrement. Oui, plus que dans la réaction. C'est difficile en tant que parent de ne pas réagir, parce qu'en préparant l'émission, Nathalie me disait, mais nous les mamans, on est des louves, on touche à notre petit, on devient dingue. Bien sûr, et c'est bien logique. Oui. Alors, Karine, est-ce que vous, justement, on parlait de la parole, est-ce que Léonie, votre fille, se confiait à vous quand elle était harcelée? Oui, tout à fait. Du coup, ça engendrait beaucoup de culpabilité chez moi parce qu'elle le manifestait, me parlait de ces situations, de cette petite fille qui l'embêtait à l'école, qui l'empêchait de jouer avec les autres enfants, qui liguait un peu, qui faisait un petit peu de chantage, etc. Donc du coup, moi, j'ai vu ça avec mon œil d'adulte. J'ai minimisé, j'ai pas voulu monter ça en épingle. Je lui ai dit bon, c'est des histoires de récréation, gère la chose, voilà. Et ça revenait tous les soirs, et j'ai continué dans ma mauvaise route. Et du coup, j'ai dit, écoute, ne m'en parle plus parce que tu me saoules. Ah oui. Oui. Parce que pour vous, c'était des gamineries, c'est ça? Voilà, j'ai pas voulu. J'avais confiance en. Oui, non, mais dans ses capacités à s'en sortir. Voilà, c'est ça. Et puis aussi à l'équipe, si je me disais s'il y avait des choses qui n'allaient pas, ça serait décelé par l'équipe encadrante, voilà. Sauf que vous avez eu au bout de quelques temps des signaux qui vous ont montré que votre fille n'allait pas. Tout à fait. Elle somatisait en fait. Elle s'est mise à avoir des céphalées, des maux de tête. En fait, donc du coup, voilà, Mais vous n'avez pas fait le lien tout de suite, vous? Ah non, pas du tout. Au départ, non. Au départ, je pensais vraiment à une cause somatique. Et comment ça se passait à l'école? Par contre, elle n'a jamais eu de plainte. Je veux pas aller à l'école. C'était pas du tout. Elle n'a pas du tout verbalisé ça. C'était vraiment des maux de tête qui venaient pas forcément, même pas avant d'aller à l'école. Ça peut être n'importe quel moment de la journée. Ces résultats scolaires n'avaient pas dégringolé? Si, c'est au cours justement de la remise des livrets scolaires, on s'est aperçu que Léonie est une petite fille qui est très sociable, qui est appréciée aussi autant par les adultes que les enfants la plupart du temps. Et elle travaille très bien à l'école. Et effectivement, on s'est aperçu que ses résultats ont un petit peu baissé en fin d'année. Et c'était pas normal vu la personnalité, le profil scolaire de votre fille. Tout à fait, c'était quelque chose d'anormal. Tout ça, ce sont les signes, Emmanuel
Piquet, donc résultats scolaires, qui peuvent décrocher. Ça peut se traduire comment? Alors ça se traduit, comme on le disait tout à l'heure, ça peut se traduire, comme le disait Marie-Rose, par le fait que l'enfant devient tout à coup agressif alors que c'était plutôt un enfant calme au sein de la famille. Ça doit pas mal alerter parce que d'une certaine manière, c'est comme s'ils étaient en sécurité dans la famille pour exprimer toute la colère qui est la leur en fait et qu'ils peuvent pas exprimer au sein de l'école. Donc ça ressort. Donc ça doit être quand même. Et parfois, je le dis parce que souvent en préado, les gens disent c'est la préadolescence et tout ça, mais en fait, quand il y a un vrai écart, ça doit quand même alerter. C'est en effet des signes psychosomatiques, par exemple des crises de vomissement. Ça peut être en effet des maux de ventre, liés au sommeil, maux de ventre. Voilà. Donc, mais c'est vrai que la plupart du temps, comme les enfants n'en parlent pas, le tableau symptomatique, quand on les reçoit nous en séance, ça peut être de l'énurésie par exemple aussi, ils font pipi au lit la nuit, etc., est très indirectement lié à ce qui se passe en effet dans la cour. Et c'est la première question qu'on pose. Nous, en fait, on dit comment ça se passe dans la cour, et très souvent ils disent très mal. Vous avez le sentiment que les parents ne sont pas assez prévenus de ces histoires de harcèlement? Moi, je trouve qu'il y a eu vraiment un effort de fait tout à fait colossal à ce sujet-là en France. Je pense et sur les signes, justement. Sur les signes. Quand on vous entend dans votre témoignage, bon bah voilà. Vous n'avez pas fait le lien tout de suite, vous, entre les maux de tête. Ça peut être un truc de cours de récré. C'est après, quand j'ai mis un peu les pièces du puzzle, ce qui ensemble, etc. Tout à fait, avec des éléments. Emmanuel? Oui, il faudrait davantage de prévention. Vous dites on a déjà fait des efforts. Il faudrait davantage de prévention et pour informer les parents et pour faire les choses différemment à l'école. Oui, je pense que de toute façon la prévention c'est vraiment excessivement important. Je pense qu'on n'est pas du tout des mauvais élèves en France, mais je pense qu'en effet ces symptômes un peu indirects, on peut vraiment redire aux parents de poser simplement la question, pas de façon obsessionnelle, mais de poser la question comment ça se passe dans la cour de façon un peu régulière. C'est intéressant parce que voilà, parce que du coup, ils vont pouvoir y répondre. Et franchement, parfois, en effet, on fait pas le lien. Donc, oui, il faut checker régulièrement. Voilà, mais pas tous les jours, parce que sinon ça devient. Tous les jours, moi, en ce moment. Donc, je fais un petit peu. Je vous invite à. Voilà. Je vous invite à vous calmer. Alors, justement, comment est-ce que l'Éducation nationale travaille pour prévenir le harcèlement à l'école? Lise David est allée enquêter. Quand j'étais à l'école, j'étais harcelée. J'avais peur. Je me sentais seule. J'aurais voulu qu'on prenne ma défense. Tout cela est derrière moi. Mais je pense surtout à ceux qui le vivent aujourd'hui. Un élève sur 10 est victime de harcèlement. Un problème dont l'Éducation nationale a pris conscience en 2011 seulement grâce aux enquêtes d'Éric de Barbieux. On sait maintenant quelles sont les conséquences de ces petites violences répétées. Et je crois que c'est aussi ça qui a aidé à la prise de conscience que ça avait des conséquences scolaires, donc en particulier en termes de décrochage scolaire, d'absentéisme, y compris d'ailleurs chez les très bons élèves, mais aussi des conséquences en termes de santé mentale. Depuis, lutter contre le harcèlement est devenu une priorité. En 2013, un numéro d'urgence a été mis en place pour les victimes. Stop harcèlement à l'école, bonjour. En un an, les écoutants ont reçu plus de 3000 appels. Il a été frappé où? Et vous n'avez pas été voir un médecin pour les bleus? Moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir rappeler la directrice de l'école, de lui dire que vous nous avez contactés, qu'on vous a donc expliqué qu'effectivement, on était bien dans une cas de situation de harcèlement physique, qui est quand même assez grave, vu les hématomes et les bleus qu'a votre fils, puisqu'il a été... voilà, on s'est mis sur lui pour le taper à coups de pied. Et que vous... On vous a informé de la possibilité de pouvoir faire appel aux référents académiques sur notre ligne Stop harcèlement à l'école. Dans chaque académie, l'Éducation nationale a un référent spécialiste du harcèlement qui peut intervenir auprès de l'école quand aucune solution n'a été trouvée. C'est un médiateur aussi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut... aider tout le monde, l'intérêt de l'enfant et de la famille, mais de l'établissement scolaire aussi. L'Éducation nationale a aussi créé un site internet Agir contre le harcèlement à l'école pour aider les enseignants à sensibiliser leurs élèves. Mais j'aime pas du tout. J'ai dit non. Encore faut-il que sur le terrain, les enseignants se sentent concernés. Bertrand Gardette a fondé une association de prévention du harcèlement il y a 12 ans. Pour lui, les écoles s'impliquent peu car elles minimisent le phénomène.
Les enseignants, je crois, ont une difficulté à se dire que les petites plaintes, les petits bobos qui remontent quotidiennement des écoliers peuvent constituer des douleurs et des souffrances plus importantes que ce qu'on se pense. Il y a un décalage important entre le ressenti de l'élève et la perception que nous, en tant qu'adultes, on peut en voir. Il y aurait donc urgence à former les enseignants. Mais si la prévention passait aussi par les élèves ? Les élèves de primaire sont bien le public idéal dans cet apprentissage des règles de base pour lutter contre le harcèlement, dans la mesure où il y a une spontanéité, il y a une relation à l'adulte qui est basée sur la confiance. Ici, à l'école André Malraux, à Courbevoie, depuis plus de 10 ans, on forme les élèves à la médiation entre pairs. Déjà, vous êtes foutu en médiation et on aimerait régler le conflit. Sylvine, tu commences. En fait, des fois, quand Adam m'énervait, je le traitais de dans le lapin. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as une solution? À mon avis, c'est qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Il faut juste que j'arrête de le traiter, il faut que j'arrête de l'embêter ou comme ça. On a fini. Moi, en tout cas, je n'ai plus rien à dire à part de m'excuser. Alors, on vous félicite, Clémence et moi. Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative à Courbevoie ? Je pense que c'est tout à fait vrai que c'est en primaire que la prévention a le plus de résultats parce qu'en effet, voilà, et notamment une prévention qui va expliquer quelles sont les conséquences émotionnelles en termes de souffrance du harcèlement entre enfants. Simplement, je pense qu'il y a un moment donné, en effet, comme par exemple dans le cas de Marie-Rose, où cette politique de prévention a échoué visiblement, puisqu'on a quand même, en effet, où elle n'a pas eu lieu, Oui, mais en tout cas. Et je pense qu'il y aura quand même, malgré tout, un pourcentage d'enfants qui se feront malgré tout harceler, malgré la prévention. Et donc vous dites qu'il faut autre chose. Voilà, en plus, c'est plusieurs cartes qu'il faut jouer. Ouais. Et notamment, ce que je pense, c'est que faire de la prévention, lorsque le problème est là, vous voyez, lorsque c'est enquisté, c'est-à-dire lorsque on a déjà essayé plein de fois d'intervenir, de faire intervenir les adultes, c'est trop tard, parce que dans prévention, il y a pré, et donc c'est avant que ça n'arrive qu'il faut faire de la prévention. Et ça, il faut le maintenir, il faut l'accentuer, il faut. En revanche, qu'est-ce qu'on fait au moment où le problème est là? D'accord. C'est là où il faut différencier ces deux types d'actions qui sont bien nécessaires. Absolument, et complémentaires. D'accord, et qu'on ne mène pas de la même façon. Exactement. Marie-Rose, vous avez rapidement compris donc, que votre fils était bel et bien en souffrance, même en très grande souffrance. Alors évidemment, vous avez fait quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. J'ai pris rendez-vous déjà directement avec le maître, voilà, pour déjà résoudre le problème, essayer de résoudre le problème à l'école. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Le maître, il m'a dit, je vais faire un peu plus attention à Gérald, je vais être plus auprès de lui. Le problème, c'est qu'il est trop auprès de lui et que les autres, ils n'arrêtent pas de se moquer, de dire, c'est le chouchou du maître. Donc là, on ne trouve pas de juste milieu. Alors, il y a le maître que vous êtes allé voir. J'imagine que vous avez voulu agir aussi en dehors de la classe. Donc, qui êtes-vous allé voir pour ce qui se passait en cours de récréation, dans le car, etc. Je suis allée voir les dames de la cantine, parce que la direction de la cantine, ils s'occupent pas des petits. Alors, donc, voilà, c'est à la limite, je dirais, ils s'en fichent complètement. Donc, je suis allée voir le personnel qui s'occupe de mon enfant et je leur ai dit, voilà, là, il y a un problème. Il se fait jeter de la nourriture sur lui, ça va pas. Il se fait jeter des verres d'eau à la figure, ça va pas non plus. Je dis, qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Vous avez remarqué, les dames de la cantine, ou pas du tout. C'est là où ça va pas. C'est quand même, c'est des choses qui se voient. Oui, bien sûr. Enfin, quand même. Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces dames? Et donc, elles ont été surprises et du coup, elles ont été alertées. Et elles ont dit, ah oui, peut-être qu'à y réfléchir, il y avait un problème. En effet, donc elles ont changé de place. C'est déjà ça. Voilà, elles l'ont mis à une autre table. Donc moi, je lui ai demandé quelques temps après si c'était mieux. Elle m'a dit, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Est-ce que, si on doit faire un bilan, là, maintenant, vous avez eu l'impression, jusqu'à présent, d'être entendu par l'Éducation nationale? Oui, alors le maître, je peux pas dire qu'il a été fermé, bien au contraire, il a entendu mon problème, mais je pense qu'il est comme moi et qu'il sait pas par quel bout le prendre. Bah oui, parce qu'il n'a pas été formé non plus. Ben voilà. Certainement. Je pense que c'est ça le problème. Karine, pour votre fille, c'est justement sa maîtresse. Alors là, comme quoi, il y a des maîtres et des maîtresses qui doivent être formés. Sa maîtresse de CE1 qui vous a confirmé qu'elle était bien et belle, qu'elle était victime de harcèlement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est elle qui vous l'a appris finalement? Oui, en fait, elle a confirmé ce que je n'avais pas voulu croire ou voir, je ne sais pas, lors de sa remise de livret en fin d'année scolaire. Malheureusement, c'était un petit peu tard, mais au moins ça a été. On a pu mettre les choses à plat en présence de ma fille. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette maîtresse? Tout de suite, quand elle nous a reçus, elle a dit à Léonie, tu es une petite fille fantastique, ne change pas,
Tu dois continuer à vivre ta vie. Voilà, j'ai bien vu ce qui se passait en cours d'école. Et effectivement, j'ai vu que tu avais été harcelée par des petites filles. Mais toi, tu ne changes pas. Tu continues à vivre ce que tu dois vivre et à être ce que tu es. Une super maîtresse. Donc déjà, j'en avais des frissons. Quoi. Donc là, la petite a été mise en valeur par l'adulte responsable au sein de la classe. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Piquet? Je pense que c'est toujours bien, de en effet dire tu vas pas modifier ta personnalité sous prétexte que tu es harcelé. Ça, c'est tout à fait remarquable. Ce que je pense, c'est que ce qui serait intéressant, comme vous le dites, c'est de former les enseignants à être à côté de l'enfant pour l'aider à avoir une posture différente par rapport à l'équipe harcelante. Sachant que ça demande en effet un certain nombre de qualités parce qu'il faut observer. Souvent, il y a une reine dans l'histoire, notamment en primaire. Il y a une super populaire qui est là et qui décide un peu de qui doit rentrer, qui doit sortir. Et donc, à intervalles réguliers, en effet. Donc ça, c'est relativement féminin dans le harcèlement symbolique. Mais en même temps, l'enseignant, on lui demande d'être là pour le groupe. C'est ça qui est compliqué dans sa posture. De se mettre auprès d'un enfant. Bon, il y a sûrement des raisons. C'est ça qui doit être compliqué à faire. Très compliqué. C'est pour ça que je pense que ce serait mieux en effet de plutôt former des gens qui sont dans des responsabilités un peu transversales du type au collège infirmière scolaire, du type en effet le directeur qui même s'il est instituteur peut quand même avoir une position un peu plus transversale. Voilà. Maintenant, ce que je pense quand même, c'est que lorsqu'on fait de la prévention aussi, on dit d'une certaine manière, il y a une catégorie d'enfants qu'on blâme et une catégorie d'enfants qu'on protège. Donc on fait déjà de cette espèce de... D'accord. Emmanuel, par rapport à l'histoire de notre témoin, de Marie-Rose, apparemment, quand on vous écoute, on se dit, bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à changer d'école. Non. Surtout pas. Non. Je suis sûre que ça se reproduit. Je sais que vous faites l'avocat du diable. Oui, mais bien sûr. C'est parce qu'elle veut me... mais bien sûr, mais c'est parce que le temps manque et je voudrais qu'on puisse faire entendre ça. Le risque, en effet, si on le change d'école, c'est que on lui dit, en gros, c'est pas toi, tu n'as rien à faire là-dedans, c'est l'environnement qui va s'adapter à toi. Le risque étant qu'il tombe sur un nouveau harceleur et donc que ça renforce son manque de confiance en lui. Alors comment il fait pour sortir? Donc, l'idée, c'est vraiment de lui dire comment est-ce qu'on va se servir, par exemple, de ce qu'ils lui disent là. Donc, ils lui disent robot comment? Robot boy. Robot boy, comme si c'était un robot en fait. Comme si c'était un enfant robot, un garçon robot. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de trouver dans la force de ce qu'envoie l'enfant harceleur, ce dont on va se servir pour le lui renvoyer, dans un espèce d'effet boomerang, comme disent mes petits patients, qui consiste en effet à dire tu peux continuer à me harceler, d'accord, mais tu vas contempler un peu les risques que tu prends à continuer à me harceler. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va le mettre dans une situation où, jusqu'à présent, il ne prenait aucun risque à harceler, même pire que ça, il renforçait son pouvoir. Et là, on va lui renvoyer quelque chose que j'appelle, moi, dans mon jargon, une flèche, que je vais construire avec l'enfant, en fonction du contexte. Je ne crois pas avoir donné dans les milliers d'enfants que j'ai reçus la même flèche 2 fois, parce que ça dépend en effet de l'agresseur. Il faut trouver un peu son talon d'Achille, il faut voir un peu comment on va le faire tomber de son piédestal, de façon respectueuse, jamais insultante, mais vraiment en lui donnant un outil, mais en étant à côté de lui. Et ensuite, c'est l'enfant qui va faire tout seul. Et là, il fait une expérience émotionnelle tout à fait intéressante, c'est qu'il fait l'apprentissage, en effet, qu'il peut modifier une structure relationnelle. Lui, il fait cet apprentissage. L'enfant qui peut se croire tout puissant en face, parce que ça arrive, bien entendu, fait également un apprentissage extrêmement intéressant, que la toute-puissance, ça n'a qu'un temps. Mais les courtisans... Mais ça veut dire quoi? Il faut le vanner, presque. Il faut lui trouver une vanne. Mais une vanne très astucieuse, très respectueuse, et qui se sert de ce que dit l'autre. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être actif, ne pas utiliser les mêmes moyens que le harceleur. C'est-à-dire ne pas rabaisser l'autre. Surtout pas le rabaisser, mais surtout, vous voyez, ce sont des flèches de défense. C'est-à-dire que, comme je le dis à chaque fois, ça ne marche pas en flèche d'attaque, puisqu'on se sert de la force de l'autre, comme dans une espèce de judo verbal. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on n'est pas en train de répondre à la violence par la violence, on est en train de se servir de la violence de l'autre. Comme dans les arts martiaux. Exactement. C'est exactement ça. C'est de l'art martial. C'est de l'aïkido verbal. Exact. C'est de l'aïkido verbal. Et ça, les enfants aiment beaucoup ça, quoi. C'est génial. Mais c'est génial. Marie-Rose. Oui. Non, ça vous donne des pistes, j'imagine. Ça me donne quelques pistes. Karine, est-ce que c'est comme ça que votre fille s'en est sortie, avec de l'aïkido verbal? Mais je l'ai inscrite à l'aïkido vraiment excellent. Oui. Ça peut servir, ça aussi? Ah oui, bien sûr, parce que ça les change de posture, en fait. Et voilà, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, dans ces cas-là, accompagne ta harceleuse jusqu'au bout de son raisonnement. Excellent. Et
Et finalement, elle s'arrête parce que du coup, elle va pas jusqu'au bout de ses intentions. Génial. Et du coup, c'est comme ça que ça a un peu désamorcé les choses. Dans le cas de Marie-Rose, on peut imaginer que son fils puisse dire oui, je suis un robot. Oui, il pourrait dire par exemple, toi, j'ai l'impression que t'aimes bien les robots, tu veux qu'on se marie peut-être, je ne sais pas. Tu as envie de te marier avec un robot, toi peut-être. Je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là, quoi, qui prendre la violence de l'autre et lui renvoyer comme ça. Exact. C'est pas à moi, c'est à toi. Exact. Bon, c'est un sujet extrêmement lourd, mais qui donne lieu effectivement à un certain nombre de livres pour vous accompagner sur le sujet. Je suis allée chercher du côté des Québécois et j'ai trouvé Intimidation, harcèlement, ce qu'il faut savoir pour agir justement en tant que parent. Aller trouver de l'aide à l'extérieur parce que je pense que quand on a le nez dans le guidon, on a l'impression qu'on est submergé et qu'on ne sait plus quoi faire. C'est assez intéressant pour nous parents aussi en général, parce qu'on a peut-être des enfants qui sont courtisans tout simplement du harceleur, et que je pense que faire rentrer la notion de responsabilité chez l'enfant et puis l'aider à un moment donné à ne pas encourager le harceleur et le harcèlement, c'est-à-dire à se détacher de tout ça, je pense qu'on participera à une action civique et que peut-être tout ça pourra changer si on avance tous ensemble. Les livres pour les enfants, beaucoup de choses sur le racket. Là, j'ai choisi Tyrannono parce que justement, il y avait cette notion d'exclusion, une préhistoire d'intimidation. Donc, vous voyez, c'est pourtant un petit tyrannosaure, mais qui est différent et qui est mis de côté, qui est moqué, tout ce qu'on a dit là, et qui se retrouve vraiment seul en cours de création. Et puis le temps passe, il va rencontrer ses agresseurs verbaux et la situation va se retourner et il va pouvoir aider ses agresseurs. Donc ça va changer la donne. Donc on trouve quand même des livres qui vont vous accompagner sur le sujet et je pense que ça peut se faire circuler, mais dans toutes les classes. Bien sûr, sans compter celui-ci que je remonte d'Emmanuel Te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Bon, merci beaucoup à nos témoins. Merci à vous Karine, merci à vous Marie-Rose d'être venue nous apporter vos témoignages ce matin. Merci également à Laura Bouissière d'avoir préparé ce dossier et merci également à vous Emmanuel. On vous garde avec nous pour la suite de cette émission. Il est temps de retrouver les appels à témoins des maternelles. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez peur de tout, rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule, venez échanger sur notre plateau. Rhume, roséole, bronchiolie, gastro, votre bébé est très souvent malade. Là encore, contactez-nous. En tant que jeune papa, vous avez connu une petite période de vague à l'âme. Après la naissance de votre enfant, venez nous raconter. Si vous souhaitez participer à notre émission et que l'un de ces sujets vous concerne, vous pouvez nous contacter sur le site des maternelles, rubrique appel à témoins. Emmanuel Piquet, Nathalie, on va rejoindre l'équipe des maternelles. Alors Vincent, je sais que vous avez écouté très attentivement cette discussion en coulisses. Est-ce que vous avez une question à Emmanuel? Mais oui, parce que déjà on voit comme c'est difficile pour un parent d'enfant harcelé d'intervenir et de venir en aide à son fils ou sa fille. Mais quand c'est un enfant harceleur et qu'on est les parents d'un enfant harceleur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut l'aider? Alors, c'est extrêmement rare que les parents consultent quand leur enfant est harceleur parce que c'est plutôt malheureusement relativement valorisé. C'est-à-dire lui au moins il se fera pas marcher sur les pieds, il s'en sortira dans la vie, etc. Néanmoins il y a des parents en effet plus sensibles que d'autres et qui peuvent se dire ça ne va pas. Moi je trouve que ce qui est intéressant alors c'est de dire à l'enfant, tu vois il y a deux façons d'être populaire. Il y a une façon un peu agressive où on fait un peu peur, où les gens on les maintient un peu sous contrôle. C'est extrêmement fatigant parce qu'il faut en permanence être sur le qui-vive, en permanence faire en sorte de pas se faire poignarder dans le dos. Bon, enfin tu peux choisir cette voie-là. Et puis il y a les populaires plutôt sympas en fait, qui sont des populaires parce qu'ils sont plutôt généreux, parce qu'ils sont plutôt drôle, parce que voilà. Et ça, c'est une autre façon d'être populaire, mais bien entendu, c'est toi qui choisis. Pas mal. Je préfère la deuxième. Merci de votre réponse, Emmanuel. On va pas avoir le temps, je vous le cache pas, suite à cette conversation passionnante, de regarder le grand album des maternelles, Elsa. Mais juste, avant de terminer cette émission, je voulais vous demander, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes quand même la maman de 3 enfants. Est-ce que ça s'est produit, ce type de harcèlement auprès d'un de vos enfants? Non, ça s'est pas produit, fort heureusement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais c'est surtout que je me suis aperçue que moi j'avais été d'une cruauté terrible quand j'étais petite. Ah avec bon? Tout un tas... Vous aviez été du côté du harceleur? Pas forcément du harceleur, mais parfois on a des mots, on ne se rend pas compte, et on en parlait avec Vincent en coulisses, on s'est rappelé de tous ces prénoms qui sont venus très très vite parce qu'ils nous ont marqués, avec qui on n'a pas été toujours très sympa. Vous étiez plutôt harceleuse ou harcelée? Carole, ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai qu'en coulisses on en a parlé et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est l'effet de groupe aussi. Et je pense que quand on est parent, même pas de celui qui harcèle ou celui qui est harcelé, de parler avec ses enfants et de voir que même son enfant contribue à la petite moquerie mais qui n'a rien fait, ça c'est aussi un travail de parent et il faut vraiment y penser. Vincent, vous, c'était... Oui, mais moi, vous étiez comment mais j'ai encore des regrets parce que oui, j'ai Muriel, Benoît au CP, c'est marrant, mais ça m'a marqué. Je sais que j'ai pas été sympa avec ce petit gars
qui était un petit malheureux et tout, qui avait déjà... Vous n'étiez pas forcément le leader, mais vous avez participé à la vanne. Ah non, des fois si, j'étais carrément le leader. C'était moi qui trouvais la vanne, mais qui faisait mal, quoi. Moi, puisque tout le monde me pose la question, j'étais dans le camp des faibles, je me faisais harceler. J'ai expliqué à Emmanuel tout à l'heure que la situation s'est totalement inversée. Le jour où j'ai eu cette vanne énorme, on m'empêchait de manger le pain là dans la corbeille à la cantine. Il y avait une nana, une petite nana de mon âge qui était la reine, celle dont vous nous avez parlé, qui dit « Toi, tu touches pas la corbeille de pain ». Et un jour, à force de répétition, j'en ai eu marre, je me suis levée et j'ai fait « Mon père, il est policier et maintenant, ça va pas se passer comme ça ». Eh bien, écoutez, la vanne est nulle, mais ça a super bien marché. Et vous me disiez, Emmanuel, que c'est renversement de situation. C'est un changement de posture, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on leur donne des flèches, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, le simple fait de l'avoir dans leur carquois virtuel fait qu'ils arrivent dans la cour en disant venez, parce qu'ils ont leur flèche à envoyer. Et là, ils viennent pas. Ah, ça c'est une belle, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel Piquet. Je rappelle la sortie de votre livre Te laisse pas faire aux éditions Payot. Merci à tous d'avoir été fidèles au rendez-vous des maternelles. Le prochain rendez-vous, écoutez, c'est demain à 8h55. On se retrouve, attendez, pour parler des couples séparés qui vivent encore sous le même toit. C'est pas évident, sacré challenge. Et autrement, vous savez qu'à 11h45, vous avez rendez-vous toujours sur France 5 avec l'équipe de La Quotidienne. Passez une bonne journée et à demain. Ciao. Tchuss. Les maternelles vous accueillent aussi sur France5.fr.